s'ils perçoivent que ma valeur ajoutée n'est plus la bonne, si d'autres profils sont mieux adaptés ou perçus comme mieux adaptés, la porte est grande ouverte et il faut surtout se sentir très à l'aise d'en discuter. Après, quand tu es investisseur, suivant les montants que tu as investis, suivant que tu t'accroches à un board seat, ça peut paraître... mais est-ce que tu peux pas, comme tu dis, recruter une personne de confiance avec le CEO mais déléguer ça à une personne plus performante que toi? Parce qu'après, je sais pas à quel point les fonds sont formés à la gouvernance, sont compétents at scale. Ça, c'est assez inégal, j'ai envie de dire. Ouais. C'est très inégal aussi suivant les géographies. D'ailleurs, ce que tu dis, je vais peut-être balancer une idée qu'on pourrait avoir dans Board Project, mais militer pour qu'on ait des mandats renouvelables. Peut-être des mandats plus courts, mais renouvelables, en se disant, au moins, à la fin du mandat, on se pose la question et on force la discussion, tu vois. Et c'est une bonne pratique qu'on pourrait peut-être promouvoir pour les fonds et les entrepreneurs dans la tech. C'est quoi les sujets tabous qu'il faudrait aborder en board et qui sont rarement abordés? Moi, j'en ai plein en tête. Non, mais la succession, la REM. La motivation. La santé. La santé mentale. La santé mentale. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur FinScale. Je suis très heureuse cette semaine d'avoir un épisode à 3 voix avec 2 invités formidables. Un que j'ai déjà eu qui est Adrien Chaltiel, que vous connaissiez peut-être auparavant avec sa casquette Eldorado, mais c'est aujourd'hui en tant que cofondateur et CEO de Board Project que je lui ai demandé de venir. Et Alexandre Belliti qui est le CEO et le fondateur de Clini. Bonjour à tous les deux. Hello. Hello. Ravi de vous avoir pour discuter de gouvernance. Vaste sujet. Donc la gouvernance, c'est un sujet, comme tu sais, toi Adrien, parce qu'on se connaît bien, qui me tient à cœur. C'est un sujet qui n'est pas forcément très connu de la part des entrepreneurs et bien plus connu de la part, je pense, des investisseurs qui touchent du doigt ça, notamment dans le cadre de la gestion de leurs fonds. Et moi, c'est un sujet que j'ai commencé à traiter exactement en 2014, quand j'avais été chargée de mettre en place la gouvernance au sein d'une banque au niveau européen. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir la notion de conflit d'intérêts, la mise en place des comités, l'évaluation des conseils d'administration, etc. Et j'ai découvert qu'en fait, elle avait beaucoup de vertus, cette gouvernance. Et voilà, donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on en discute tous les 3 avec nos casquettes respectives. Adrien, évidemment, avec ta casquette Board Project, et Alexandre aussi avec tout ce que tu as vécu, toi, en tant qu'entrepreneur, et les différentes crises, les moments de joie, les moments de recalibrage au niveau de ta gouvernance. Est-ce que ça vous va comme sujet? Parfait. Nickel pour moi. Ok. Adrien, j'aimerais quand même que tu reviennes sur ce qui t'a fait prendre ça en considération. La première fois qu'on en a discuté ensemble, il y a peut-être 1 an et demi, où tu étais peut-être parti sur plus un sujet operating partner. Et en définitive, tu t'es dit finalement, c'est plus les sujets de gouvernance et d'administrateurs indépendants qui m'intéressent. Alors, c'est une conjonction de plusieurs informations qui m'ont fait dire qu'il y avait un vrai sujet dans notre écosystème de l'innovation au sens large, donc start-up, scale-up, mais même les TPE, PME digitales, sur l'absence de gouvernance. Premier sujet, c'est déjà que j'ai monté plusieurs boîtes, j'ai fait des boards en tant que business angel et j'ai vu à quel point c'était totalement inefficient et puis mal organisé et souvent vécu comme une charge plutôt qu'une opportunité d'avoir des boards. Donc ça, c'est un peu le retour que j'ai aussi des autres entrepreneurs, que ce soit au Galion ou à France Digital, etc., où on voyait que le board, c'est quelque chose d'un petit peu formel. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a ce sujet. À côté, j'ai la chance d'avoir ma femme qui, elle, est administratrice dans des boîtes cotées, formée à ces sujets-là, et donc de voir un peu la différence de profondeur entre les deux écosystèmes qui est très importante. Et puis, j'ai découvert le rôle d'administrateur indépendant un peu sur le tard. Après avoir revendu Eldorado, j'ai pris quelques missions d'operating avec des fonds, où là, il y a un rôle un peu particulier, c'est-à-dire on représente le fonds d'investissement. Et sur une des opportunités, on m'a proposé d'être administrateur indépendant. Donc, je savais vaguement ce que c'était. Bon, j'ai fait comme si je savais vraiment très bien ce que c'était, comme tout bon entrepreneur. Mais j'ai potassé, et j'ai réfléchi à justement ce positionnement. Et c'est là que je me suis dit, il y a un vrai manque dans notre écosystème de réflexion sur ces sujets
sujets d'éducation pour que les entrepreneurs voient ces rôles comme étant vraiment des supports dans leur croissance. Donc c'est un peu toute cette conjonction qui a fait que je me suis dit que de créer un collectif sur ces sujets-là serait une très bonne idée. Donc c'est quoi Board Project maintenant ? Eh bien, Board Project, c'est un collectif, donc du coup d'administratrices et d'administrateurs indépendants qui a 3 vocations principales. La première, c'est de mettre ce sujet comme un sujet essentiel dans la croissance dans les entreprises du digital. Donc publier des contenus, faire des webinars, être un maximum sur ces sujets. Clarifier aussi les positionnements pour que dans notre écosystème, ça devienne un réflexe d'avoir une bonne gouvernance dès les débuts de son entreprise. Deuxième objectif, c'est de réunir, comme le dit un collectif, de réunir les personnes, dont vous, et puis maintenant on a quasiment une centaine de membres qui vont être dans le collectif, qui sont des personnes qui sont généralement très indépendantes, puisqu'elles ont soit ce rôle-là à temps plein, soit une expertise très particulière dans un secteur, mais souvent elles sont seuls dans leur coin, et donc le fait d'être en collectif, c'est de partager des bonnes pratiques, d'étudier ensemble les projets, les sujets qu'on peut mettre en avant. Et puis derrière, le troisième objectif, c'est de rapprocher les fonds d'investissement et les startups d'administratrices et d'administrateurs sur des mandats qu'ils ont pour faire en sorte que ça fluidifie, ça permette de présenter des personnes qui sont adaptées en fonction des stades de croissance et des secteurs des boîtes. Top. Et toi, Alexandre, pourquoi tu nous as rejoints dans le collectif ? Parce qu'Adri m'a demandé, du coup, je me suis exécuté. Non, je vous ai rejoint parce que j'ai découvert le principe de gouvernance j'ai monté ma boîte quand j'avais 25 ans, donc autant dire que je ne connaissais rien au principe de gouvernance. J'ai levé des fonds quelques années après et j'ai eu un board qui a évolué d'un stade très novice et assez peu professionnel à quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus abouti, et j'ai vu l'évolution, et notamment l'évolution de l'intérêt et de l'impact sur ma boîte. Et quand Adrien m'en a parlé, j'ai trouvé hyper intéressant de devenir un promoteur de ce que c'est qu'une gouvernance saine, sachant que moi je venais plutôt du côté entrepreneurial, c'est-à-dire je percevais la chose comme une contrainte, et je l'ai longtemps et souvent perçu comme ça, comme simplement du reporting, des comptes à rendre, avec un niveau d'intérêt, en tout cas au départ, pas forcément optimal. Et puis j'ai commencé à siéger à des boards, j'ai dû faire une petite dizaine de boards tout au long de ma vie. J'ai découvert l'envers du décor, et de l'autre côté, et j'ai perçu comment on pouvait apporter de la valeur, comment c'était perçu par les entrepreneurs que j'ai pu accompagner, et comment en se professionnalisant, on pouvait vraiment apporter une valeur réelle à l'entreprise, et que tout ça se faisait pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est pas, il faut de la structure, il faut de la compétence, il faut être formé, et j'ai vachement bénéficié moi d'apports. Aujourd'hui, j'ai 3 administrateurs indépendants dans mon board, ce qui est rare. Et du coup 2 actionnaires, donc on est en majorité d'indépendants. Et ça apporte énormément de valeur. Enfin, bref, on va peut-être dans le détail plus tard, mais voilà, donc j'étais très intéressé, et j'adore l'idée de me professionnaliser là-dedans, et puis de siéger à des boards. Ça me nourrit énormément aussi. Top. Alors, c'est vrai qu'il y a des boards. Moi, la première fois que j'ai pris conscience de ça, c'était quand j'étais premier contact que j'ai eu avec un board, c'était en tant que secrétaire du board, donc dans une banque. Donc c'est très, très statutaire. Tu dois vraiment... Le board pack, c'est pas juste 10 pages, c'est généralement 120, 140 pages, et tu regardes vraiment tout le volet risque, regulatory, les ratios de capital. Donc il y a un gros projet, pavé CFO. Et donc, quand tu es secrétaire d'un board, tu as une posture qui est très différente d'un board member. Tu te tais et t'écoutes, d'accord ? En gros, tu prends les notes, tu fais les minutes, etc. Et donc, c'est hyper intéressant parce que tu observes énormément ce qui se passe. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment ce jeu de posture et de masque qui fait que ça devient assez rapidement un théâtre d'ombre. Et ça peut avoir un effet extrêmement néfaste sur les entreprises en général, pas que les entreprises en hypercroissance, mais globalement. Pourquoi est-ce que, de ton point de vue, il y a autant d'entreprises qui ont des boards qui se transforment en théâtre d'ombre ? Alors, en particulier dans notre écosystème, déjà parce que c'est un écosystème qui est assez jeune, l'écosystème de l'innovation et des startups. Pas que en France, je pense, même d'une manière générale. Global, mais je pense qu'il y a un enjeu de maturité, de pratique, et parce qu'on a beaucoup fait la part belle au financement, à l'hypercroissance, et
les métriques de santé des boîtes, c'était beaucoup sur leur valorisation et sur leur potentiel de croissance. Et les chiffres, ce qui n'est pas une erreur en soi, c'est une erreur que si on fait que ça, si on met que en avant ce sujet-là. Et le passé nous a un peu montré qu'on a eu plus ou moins raison de voir que c'était un problème, puisque les survalorisations et l'absence de gouvernance, donc de contrôle ou d'alignement collectif, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont connu des mésententes entre associés, entre co-founders, mais aussi de désalignement avec leurs VC et leurs investisseurs qui se sont installés avec le temps, même si au moment où on fait le deal, on s'entend bien, et puis après la lune de miel, au fur et à mesure, ça se tend. Ouais. Et tout ça, c'est, je pense, lié par un dénominateur commun qui est celui où on discute des sujets qui sont difficiles, quelles décisions on prend collectivement, parce qu'on a aussi eu un écosystème qui a cru tellement vite que des fonds d'investissement qui avaient 150, 180 millions d'euros à diffuser, à déployer, l'ont mis sur des entrepreneurs et les ont laissés dépenser 15 millions sans contrôle, sans gestion, avec à la fois cette absence de contrôle qui est aussi un poids. C'est-à-dire que pour les entrepreneurs, là, on parle de la santé mentale aujourd'hui, mais parce qu'on a mis aussi des responsabilités énormes au sein des entrepreneurs. Et donc tout ce faisceau d'indices d'absence de contrôle et de gouvernance montre qu'en fait, si on avait pris le problème en disant on essaye de prendre des bonnes pratiques des boîtes qui sont plus cotées ou qui sont plus importantes, on aurait peut-être eu des décisions plus partagées avec des indépendants qui apportent cette neutralité aussi, avec des rôles qui sont respectés, avec de la préparation, avec des process qui ne sont pas lourdes en soi et pas du tout, au contraire, ça rapporte beaucoup plus de fluidité que de lourdeur. Je pense qu'on aurait solutionné aussi ou qu'on aurait eu moins des phénomènes cycliques comme on a connu. Ouais. Comment est-ce qu'on peut convaincre les entrepreneurs de l'intérêt de mettre en place tout ce que tu viens de décrire ? C'est marrant que tu poses cette question. Bon, Alexandre, c'est un peu l'antithèse parce que lui, il dit je me forme dessus et j'ai des administrateurs indépendants. C'est pas le cas de quand même beaucoup de gens dans notre écosystème. Alexandre et moi, on est aussi au Galion. Il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui n'ont pas d'administrateurs indépendants alors qu'ils ont levé des sommes importantes, qui sont sur des enjeux sectoriels risqués, qui sont sur des enjeux importants. Et c'est plutôt les entrepreneurs, ce qui m'a étonné, c'est que c'est plutôt les entrepreneurs qui sont à convaincre que les investisseurs ou les personnes board members régulièrement. Les entrepreneurs ont cette mauvaise un peu lecture de penser que c'est un organe de décision, ça va être un peu l'œil de Moscou qui va me dire quoi faire, ça va être process, ça va être lourd, ce qui peut être le cas, hein, c'est pas une erreur de point de vue, mais ne voit pas l'autre facette qui est celui de ce que ça apporte et de tout ce que ça peut apporter. Ouais. Donc aujourd'hui, pour dire aux founders de pourquoi c'est important, et puis Alex le dira, lui en tant qu'entrepreneur encore mieux, c'est que c'est vraiment un endroit, le board, si c'est bien géré, bien réfléchi, même dès les premières années de l'entreprise, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas des investisseurs ou qu'on est en stade seed qu'il faut pas penser à qu'est-ce qu'on décide stratégiquement et où est-ce qu'on parle de ça. Mmh. Alors au début, on parle de ça quand on est 2 ou 3 dans la boîte, autour d'un café ou dans la cave, la fameuse, ou l'incubateur, ou la pépinière, etc. Mais une fois que ça commence à devenir sorti avec des clients, il y a une vélocité, il y a une volonté de faire cette entreprise quelque chose de durable, d'ambitieux et en croissance. Et c'est là qu'il faut commencer à se dire où est-ce qu'on prend les décisions stratégiques. Donc, voilà. Alors moi, j'aimerais juste mentionner quelque chose dans ce que tu as dit. Tu dis les investisseurs ne sont pas forcément ceux qu'il faut convaincre. J'ajouterais juste un bémol, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en effet, il faut avoir un administrateur indépendant, mais et dans les discussions que j'ai, ils ne voient pas toujours le board comme un organe. Tu vois ce que je veux dire ? Un organe avec différentes compétences autour de la table. Et l'avantage qu'a le secteur financier par rapport à d'autres secteurs, c'est que c'est extrêmement organisé, c'est-à-dire que tu dois évaluer ton board régulièrement de manière indépendante et les autorités de tutelle valident les membres de la direction exécutive et du board. Ça veut dire que tu dois toi-même te poser la question au moment où tu mets en place ton board des différentes compétences que tu dois retrouver autour de la table. Et ce que j'ai vu dans les pratiques quand il y avait des indépendants, c'est que souvent on prenait un indépendant avec une très forte expertise sectorielle étant capable d'aider à scaler la boîte. Or, quand tu as des boîtes en hyper croissance, il n'y a pas
que ça qui est absolument nécessaire. Il y a plein d'autres sujets, et notamment le sujet de la gestion du risque à prendre en considération. Et c'est pour ça que le fait d'avoir plusieurs indépendants au board et de voir le board comme un organe décisionnaire important et clé dans la réussite de ta boîte, pour la prise en compte de tous les stakeholders, et pas que les investisseurs, mais aussi les employés, éventuellement les autorités de tutelle, les auditeurs, enfin toutes les personnes qui vont participer à la bonne marche de l'entreprise. Je pense que ça, c'est hyper important à garder en tête. Donc c'est peut-être juste cet élément-là à mentionner. Tous les investisseurs n'ont pas la même maturité sur ce sujet-là aussi. Quand je dis les investisseurs au global, il y a quand même encore beaucoup d'investisseurs tech qui pensent savoir... En VC plus qu'en PI, je pense. Ouais, en VC plus qu'en PI, il y a beaucoup d'investisseurs VC qui pensent savoir gérer un board. Mais en fait, leur métier, c'est pas de la gestion de board. Les VC, réellement, c'est d'être investisseur, c'est d'être sur les sujets de suivi financier, d'être très fort sur ces enjeux de stratégie financière, etc. Mais pour tout ce qui relève aussi de la gouvernance, certains bons fonds laissent de la place justement à des indépendants pour qu'il y ait ces sujets d'aller chercher les angles morts sur lesquels on ne va pas aller, de désaligner les sujets stratégiques pour les réaligner sur un intérêt commun, quoi, d'essayer d'aligner un maximum un intérêt commun. C'est pas les VC qui ont ce rôle-là non plus, comme c'est pas l'entrepreneur. Non, tout à fait. Alors Alexandre, quand on s'était parlé la première fois, je sais pas si tu peux aller dans autant de niveaux de détails parce qu'on a une audience publique, on va dire, mais tu m'avais expliqué le moment où tu avais réellement pris conscience de cette notion de gouvernance. J'aimerais que tu reviennes sur cette crise, ou en tout cas ces crises qui ont touché la gouvernance de ta boîte. Ouais, avant de parler des crises, je pense que c'est intéressant de revenir sur le pourquoi j'ai créé un board. En fait, quand tu posais la question de qu'est-ce que la gouvernance, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai monté ma boîte assez jeune, j'étais associé à un mec qui avait mon âge, donc on a jamais vraiment challengé la chose et on a structuré une gouvernance, on a créé un board un peu parce que c'est ce qu'il fallait faire après avoir levé des fonds. Par mimétisme, on en a parlé, avec globalement un niveau de jeu pas délirant, que ce soit au niveau investisseur, il n'y avait pas de professionnalisation de la gouvernance à aucun endroit. J'ajouterais un truc, tu parlais des banques et des institutions. Je crois qu'il y a aussi un enjeu qui force le fait d'être professionnel sur le sujet, il y a un aspect légal. Quand tu rentres dans un board, tu t'engages et tu signes. Bien sûr. Et ouais. tu te committes. Ouais. Et si tu performes pas, tu risques, enfin tu étais en risque personnellement. Ouais. Ce qui, je crois, n'est pas vraiment le cas dans les startups. Donc il y a un aspect un peu... Moi, j'ai vu un aspect mimétique. On l'a fait parce qu'il fallait le faire, parce qu'on nous a dit de le faire. On n'a jamais trop posé le pourquoi on le faisait. Qu'est-ce qu'on attend d'abord ? C'est toujours été tacite comme relation. Et moi, j'ai jamais vraiment su... Jamais formalisé. Jamais formalisé. La raison d'être du board n'a jamais été formalisée. D'accord. Pourquoi est-ce que je crée un board ? Est-ce que je crée un board parce que... Pour aider l'entrepreneur, pour l'accompagner, pour le coacher, pour générer des clients, préparer le scale. Moi, c'était mon intuition de base. Je m'associe avec des gens qui rentrent chez moi, qui prennent des parts de ma boîte. Ils sont là par bienveillance, ce qui certainement était le cas en partie en tout cas. Mais ça n'a jamais été formalisé. Ce qui sont là pour me fliquer, pour m'expliquer, pour me donner des conseils, pour m'imposer des directions à prendre. Ça n'a jamais été formalisé. Et donc ça s'est fait au fil de l'eau. Quand il n'y avait pas d'enjeu et que la boîte va bien, tu disais, quand une boîte performe, qu'elle est en croissance et qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. Et dès que ça commence à grincer un peu, quand moi les premiers sujets importants c'était les sujets de cash, puis le Covid, puis un conflit d'associés, et quand ça commence à se durcir, là les problématiques se sont posées. Et là je me suis rendu compte que le manque de professionnalisme, le global, le mien, celui de mon associé de l'époque et de nos board members était assez impactant. Et le fait de n'avoir que des... Ouais. Quel genre d'erreur grossière a posteriori vous faisiez ? Déjà un manque, qui m'a été imputé au final, et je le comprends, il y a un manque de rigueur, de récurrence dans les boards, potentiellement un manque de transmission d'informations, plein de choses qui ont été reprochées a posteriori, mais tu vois, ça participe pour moi du manque de professionnalisme. C'est que c'est des choses qui n'auraient certainement pas dû être faites, mais qui ont malheureusement été faites et pas forcément suivies parce que l'urgence d'une crise, parce que t'as tellement de choses qui passe avant la gouvernance quand t'es dans le jus et que tu as des problèmes de cash ou des problèmes d'associés ou tout autre problème qu'un entrepreneur peut connaître. Et malheureusement, c'est les moments où il faut s'appuyer sur sa gouvernance. Parce que quand tu es en crise, c'est les moments où il faut
prendre une respiration, lever la tête et se demander si ce que tu es en train de gravir vite une montagne, mais est-ce que c'est la bonne? Je vois. Donc on a pâti de ce manque de compétences-là à tous les niveaux, et jusqu'au point où moi je n'avais que des investisseurs au board, et il y a eu un bridge de confiance. Je rentrerai pas dans les détails. Non, bien sûr. Mais un moment où moi je me suis demandé quels sont les intérêts qui sont défendus ici. Est-ce que c'est les miens en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est ceux de mon associé avec qui c'était un peu tangent? Est-ce que c'est ceux des investisseurs? Et est-ce qu'il y a, et c'est très problématique, parce que quand tu as un bridge de confiance, alors que c'est ta boîte, ton bébé, et qu'en même temps tu sais que tu as des comptes à rendre, pour moi c'était un moment de grande solitude, et où je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qu'une bonne gouvernance? Comment ma gouvernance est censée m'accompagner? Est-ce que c'est moi qui suis 100% en tort et qui fait n'importe quoi? Est-ce que tu vois, et je me souviens d'une période extrêmement tendue où, pour le coup, je me suis tourné vers des potes entrepreneurs, et j'ai beaucoup grenouillé pour essayer de comprendre, prendre de la hauteur, et jusqu'au moment où s'est créée une scission, et où j'ai remis en place une gouvernance que j'estime aujourd'hui beaucoup plus saine et plus performante. Et dedans, j'ai appris énormément. Et je ne peux que souscrire au fait que ça ne se fait pas naturellement, et que c'est certainement pas dans une période de crise que tu dois te poser la question de comment tu as structuré ta gouvernance. Et bien avant. C'est quoi les actions, si tu peux en citer 3 fortes, que tu as prises à partir du moment où tu t'es dit, bon, maintenant, je sais plus ou moins où je veux aller, je sais pas, on va recruter telle personne, on va faire des minutes, enfin, c'est quoi les éléments vraiment tangibles que tu as mis en place? Déjà la constance, formaliser les dates de board et les respecter sur une année. Ça paraît con, mais tu vois, une fois que les boards sont figés dans le temps, tu ne peux que les respecter. Préparer et envoyer en amont tous les sujets. Dans la sélection des board members, donc quand je te dis faire rentrer des indépendants, ça c'est pour moi le paramètre qui me permettait de savoir qu'il y aurait pas de problématique. Enfin, en tout cas, il y aurait des personnes dans la boucle capables de prendre de la hauteur, et qui n'aient aucun parti pris autre que le bon fonctionnement de l'entreprise, qui soient capables de me taper sur les doigts, mais aussi de taper sur les doigts d'autres board members en cas de besoin. C'est à peu près tout. Donc beaucoup de préparation, meilleure professionnalisation dans la structure du board en elle-même, c'est des boards de 2 heures, mieux préparés, avec un agenda, un ordre du jour, et la structure du board. Et puis seniorisation, on en parlait un petit peu en off au début, mais des personnes qui sont soit du secteur, soit de secteur connexe, avec une moyenne d'âge qui a un peu augmenté aussi. Je me sens plus à l'aise avec des gens que je ressentais comme plus professionnels. Et c'était quoi les bénéfices que ça t'a apporté? Tu sais maintenant un peu évaluer? Déjà l'impératif de mieux préparer, ce qui t'impose de passer du temps. On y passe beaucoup plus de temps qu'avant. On a l'impératif d'envoyer, du coup, comme je disais, très en amont, ce qui nous oblige à prendre de la hauteur, à rendre nos boards sont tous les trimestres, donc tu te forces à une pédagogie, à tenir au courant. On a aussi entre nos boards des reportings qu'on envoie, ce que je faisais pas avant, juste des reportings strictement financiers, mais qui permettent de donner de l'info au fil de l'eau, et de pas, tu vois, tous les trimestres, c'est une occurrence qui est un peu qui est bonne pour un board, mais qui te permet pas d'être très skin in the game. Donc on fait aussi des reportings mensuels, et ensuite c'est à peu près tout ce qu'on a mis en place pour et on se fait vraiment taper sur les doigts quand on est pas bon, tu vois. Donc j'ai vécu des boards Benny Oui Oui où pendant, je pense, 2-3 ans dans ma vie, on me disait qu'est-ce que c'est la période de lune de miel, ce que vous faites c'est bien, c'est cool, tu passes 2 heures et tu sors de ton board, t'as l'impression d'avoir strictement rien appris. Là, quand on fait des bêtises, ou quand on envoie pas les bonnes infos, ou que on se fait taper dessus, c'est très bien. Alors, il y a un des sujets que tu as moins touché du doigt, et qui pourtant, moi, je trouvais essentiel. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je sais que je me suis formée, mais dans un autre registre, mais ça m'aide vachement pour les boards, c'est tout ce qui est soft skills. De savoir, quand tu as, par exemple, quelqu'un qui est colérique dans un board, comment, toi, en tant que membre du board, tu dois réagir. Comment faire que ça ne devienne pas vraiment la foire d'empoigne. Comment gérer les attentes en amont. Il y a quand même aussi beaucoup de choses qui se passent en dehors des réunions, beaucoup d'humains à gérer avant les réunions et après les réunions. Moi, je sais que sur des boards
avant les réunions. C'est pas pendant la réunion que je vais gérer des sujets avec le CEO, c'est en amont. Donc, c'est de l'intelligence émotionnelle. T'en as chez qui c'est très développé ou tu peux le former. Mais dans la majeure partie des cas, c'est pas du tout un sujet, moi je trouve, qui est suffisamment adressé par les formations qui sont proposées. Je vais pas en citer, mais dans tout cas celles que j'ai pu suivre ou que j'ai pu regarder de loin. Est-ce que toi, Adrien, t'as des retours d'expérience ou t'as un avis sur la question? Ouais, tout à fait. Chez Board Project, c'est Benjamin Blasco qui est très sur ce sujet-là, donc le fondateur du Petit Bambou, qui est aujourd'hui administrateur et qui insiste beaucoup et à juste titre sur le développement de ses soft skills, parce que là, on a parlé un petit peu du côté un peu global, mais quand on parle d'un board, c'est quand même des personnes qui sont autour d'une table, qui parlent de stratégie d'une entreprise sur lesquelles il y a quand même beaucoup d'émotionnel et pas que des chiffres. Et derrière, il y a des employés, il y a une carrière d'entrepreneur, il y a des gens qui ont des problèmes perso, mélangés aux pros, etc. Il y a cette porosité aussi dans l'entrepreneuriat qui fait que pour garder aussi, et puis l'asset dans l'entreprise, c'est quand même l'entrepreneur. Un entrepreneur en bonne santé et qui a un bon moral, c'est quand même beaucoup mieux que l'inverse. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas KPI ou des sujets financiers, des sujets structurels. Il y a beaucoup de sujets qui sont dans les soft skills, qui sont justement avec cette lecture d'ailleurs que peuvent avoir les indépendants ou certains board members, même investisseurs, de lire quand... il y a dans les relations interpersonnelles, il y a des tensions, de savoir lire quand il y a des sujets en fait qui ne convainc pas, d'avoir une personne, de savoir lire dans la personnalité que c'est une personne qui va plutôt éviter le conflit, mettre un sujet sous le tapis, etc. Et donc d'aller creuser justement pour dire ok, j'ai compris que cette personne elle est comme ça. Donc sur ce sujet stratégique, ils vont pas au bout des choses et donc ça va forcément mettre de la poussière dans notre rouage. Donc, d'être formé sur ce sujet, ça fait partie de certaines formations, mais il y a, par exemple, il y a beaucoup de coachs qui sont formés sur ces sujets-là, ou de médiateurs. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques missions de médiation, et la clé, c'est pas de savoir un peu comment négocier. Toi, en tant que médiateur? Ouais, moi, en tant que médiateur, ouais, exactement. Okay. Parce que alors, je n'ai pas été formé, mais comme moi, j'ai vécu des conflits d'associés, comme j'ai vécu dans mes boîtes dans lesquelles j'ai été investisseur, on va dire 7 ou 8 gros conflits d'associés avec des fortunes diverses, des divorces, des négociations, des trucs où on se tape dans la main et tout. Donc j'ai pu voir tous ces sujets. J'ai pu aider deux entreprises, notamment un startup studio, à régler ces soucis d'associés. Et en réalité, on peut parler de chiffres, de choses, etc. Mais en fait, c'est la mission, c'est de savoir lire ce que veulent les gens et ce qu'ils ressentent. Donc, c'est vraiment des soft skills qu'il faut développer et pas juste d'être un cadre dans de la modélisation Excel, si je force le trait, quoi. Ouais. Et alors, t'as peut-être un... Je souscris à 200%. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est d'abord l'humain et ensuite les compétences. La soft skills n'est pas négociable. Comme tu dis, gérer les égos, gérer les tempéraments, c'est fondamental. Il y a il y a clairement un cadre à poser qui doit permettre ou pas d'agir et d'intervenir. Et en tout cas, il y a des garde-fous à mettre en place, c'est certain. Et donc, être formé aux soft skills et à gérer l'ensemble des égos autour de la table, c'est fondamental. Et alors, il y a un autre sujet, moi, que je trouve hyper intéressant, c'est que les board members ne doivent pas se cantonner à juste des interactions avec les membres du board. Et on en discutait avant de venir enregistrer ici. Moi, je reviens toujours avec cette histoire parce que ça m'a vraiment marqué au fer rouge. C'est l'histoire de Madoff. Alors, c'est dans le cadre des fonds d'investissement, mais il y avait aussi un board chez Madoff. Et en fait, si tu n'as pas la capacité de sortir du board et d'aller toi-même poser des questions à un risk manager, à un gars qui s'occupe de la valo, des assets, etc., eh ben, en fait, tu te cantonnes à l'information qui est diffusée au niveau du board. Et en fait, je trouve que cette capacité que le board member doit avoir, la liberté qu'il s'octroie, alors bien sûr, en tenant au courant ses collègues, mais d'aller interroger en moindre doute, moi je sais que je le fais, d'aller poser une question en disant, tiens, je lis le risk report, c'est pas très clair. Pour moi, je vais aller interroger la personne en charge du risque, qui n'est pas au board, pour aller comprendre pourquoi on a cette métrique ou au niveau de la valo d'un asset, de comprendre ce que la valo signifie réellement. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a une issue au niveau du rapport d'audit que tu vas recevoir, typiquement, tu dois être capable de comprendre
d'où vient le montant, par exemple. Et souvent, le board, encore une fois, c'est un organe qui interagit avec d'autres entités. Et si tu penses à la gouvernance, tu as, par exemple, dans les gouvernances complexes, tu peux avoir un comité de risque, des comités de rémunération, etc. C'est pas forcément les mêmes qui sont membres dans ces différents comités. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant dans la gouvernance, c'est la notion de vie, en fait, entre les différents organes, de manière horizontale, mais aussi verticale, et de pouvoir aller faire des sauts de temps en temps, alors pas tout le temps, pas interférer avec l'opérationnel, mais je pense pas hésiter à garder cette liberté de temps. Super intéressant. Toi, tu l'as déjà vécu ou pas? Non. Tes indépendants, ils ont parlé un peu avec les C-level Ouais, un peu. On fait des guests. Donc, tu as souvent des non-board members qui interviennent, mais il n'y a pas cette notion de mise à disposition de l'ensemble de la boîte pour prendre de l'info au cas par cas. Mais je trouve ça hyper intéressant. J'avais discuté de ça et tu l'as écouté cet épisode que j'avais fait avec Nathalie Wright, qui est administratrice indépendante dans un comité de risque chez Amundi, qui est le plus gros asset manager européen. Okay. Et elle m'expliquait dans cette interview que sur un sujet particulier stratégique, elle-même avait senti un besoin et s'était rendue disponible. Et donc, elle avait aidé à résoudre une problématique opérationnelle vraiment ad hoc, parce qu'évidemment, elle avait une compétence sur le sujet. Mais donc, je trouve ça intéressant parce qu'elle s'était donné la possibilité d'aller intervenir sur un sujet particulier. Alors là, c'était plutôt plus dans l'opérationnel, mais ça peut être aussi juste dans la fonction d'oversight du board, qui est quand même, in fine, l'organe qui prend l'entière responsabilité pour l'entreprise et qui mandate finalement la direction pour gérer les affaires. Bah, tout à fait. Alors là, on parle d'Amundi, c'est énorme, etc. Ouais. Et c'est vrai que peut-être pour les auditrices, les auditeurs, si on parle d'une start-up, il y a une certaine porosité et on prend aussi un board member indépendant, comme le disait aussi Alex, parce qu'ils ont une expertise sectorielle ou d'un secteur connexe, ou alors qu'ils ont vécu ces phases de développement qu'on cherche à ce moment-là. Donc il y a nécessairement un soutien de vision opérationnelle aussi qui existe quand on choisit un board member indépendant. Quand on va dans les boîtes cotées ou les boîtes plus importantes, on prend un indépendant parce qu'il est formé, il a ce rôle d'indépendant, c'est réglementé, etc. Dans notre écosystème ou dans les boîtes peut-être un peu plus de taille intermédiaire ou de petite taille, c'est vrai que on peut aller chercher dans les opérationnels s'il y a des sujets qu'on ne nous dit pas en board ou qu'on n'avait pas tellement identifié, pas forcément de cacher l'info, mais peut-être involontairement de se dire bon, ça c'est pas tellement un problème, on verra ça plus tard, et que là le board member indépendant dit attendez, moi je veux bien aller voir si ce problème, je vais aller creuser, je vais aller dans cet angle mort et on va aller voir, parce que derrière, s'il y a un enjeu réglementaire, un risque réputationnel, un enjeu de survalorisation qu'on a mal calculé, etc., c'est en parlant au head of sales que je vais aller le savoir, donc d'essayer d'aller discuter sans être dans l'opérationnel, parce que vraiment les board members sont dans la structure de la stratégie et pas censé être le moins dans l'opérationnel aussi. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les boîtes en très early stage, et moi j'avais accompagné une cliente pendant 1 an pour mettre en place une entreprise d'investissement, c'était une fintech, et c'est marrant parce que dans son advisory board, donc elle avait un board, elle était obligée de mettre en place un board officiel puisque c'était une entité qui allait être régulée. En revanche, elle avait à côté un advisory board où d'ailleurs était Benjamin, et l'advisory board avait vraiment un peu plus ce côté pas shadow board ou plutôt shadow comex, tu vois ce que je veux dire, mais il apportait une expertise secteur, donc c'était pas aussi strict que ne l'est un board, mais ça apportait vraiment le juste nécessaire en matière de soutien stratégique à cet entrepreneur. J'avais trouvé ça intéressant. Hyper. Alors, si on devait résumer pour les personnes qui nous écoutent les recettes qui font que ça fonctionne bien, la gouvernance pour des entreprises en forte croissance. Pas uniquement des startups scale-up, mais aussi des entreprises tech. Ce que disait Alex tout à l'heure, ça paraît un peu tarte à la crème de dire on prépare, on va faire des trucs. Mais en fait, en réalité, on l'a vécu. On est de la même génération d'entrepreneurs. Moi, j'arrivais pareil que toi sur des sujets où on va parler un peu des chiffres. Bon, là, ça va bien, c'est en croissance. Bon, là, il y a peut-être des enjeux. Ah ouais, vous faites quelle offre ? Et en fait, les signaux faibles d'un dysfonctionnement d'un board, c'est quand tu arrives, tu sais pas de quoi on va parler. Première chose.
Donc ça, c'est vraiment un signe que ton board ne sert quasiment à rien, voire que même il est contre-productif et qui va peut-être même générer des tensions là où il faut plutôt les affaiblir. Quand tu sors d'un board et que tu dis j'ai rien appris, j'ai perdu 1 heure de mon temps, c'est un autre. Ou alors je suis le plus fort du monde. Ou alors c'est juste un ego boost. Ça peut... Ouais, c'est clair. Enfin, c'est un sujet en gros où on doit être un peu dans un inconfort organisé, c'est-à-dire qu'on va aller te chercher, on va aller sans te challenger, mais on va aller te rendre mal, mais te challenger justement sur des sujets sur lesquels personne d'autre te challenge. Tes équipes c'est un aiguillon, sont pas censées, même les co-founders généralement le sont pas non plus totalement, puisqu'on a chacun un peu sa ligne de nage, CTO, CPO, etc., dans lequel on se nourrit collectivement. Et le board va essayer d'aller chercher ces problèmes-là. Donc ça, c'est plutôt des signaux qui font que si j'ai rien appris. Autre signal faible dans notre écosystème, c'est quand j'avais un VC et que c'était le partenaire du fonds et que cette année, c'est plus le partenaire, mais c'est un analyste ou une analyste qui le remplace. C'est un autre moment où on se dit, tiens, il y a les investisseurs qui commencent aussi à se désengager de la stratégie de sortie de cette boîte et où on y croit moyen et nous ont même pas dit pourquoi. C'est des sorties silencieuses. Ça, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu ça. Et c'est un signal de dysfonctionnement. Et donc, en parallèle, si tu arrives et que tu fais comme Alex, tu prends ce constat-là et tu dis, je vois qu'il y a... un manque de préparation, donc déjà un peu se regarder, et c'est une grande humilité de se dire ouais, moi j'ai mal fait les choses aussi sur tout ça, mais je pense qu'on a tous été bénis à aux mêmes ressources et à l'époque. Aujourd'hui, se professionnaliser, ça veut pas dire être un mec super ou une nana entrepreneur super organisé avec tout, etc. C'est juste de se dire les rythmer et les organiser mieux, ça bénéficiera forcément déjà à tout le monde. Donc ça, c'est le côté un peu organisationnel. Et après, sur la composition, c'est évident que se poser la question de la bonne santé de son board, c'est de poser la question de sa santé. Est-ce que les membres ont été renouvelés régulièrement ? Ça, c'est un autre sujet. Mais, donc pas des mandats de 12 ans comme préconisé par certaines organisations. Non, ça serait un peu trop. Oui. J'ai même des fonds qui me disent ouais, ça fait 8 ans que je suis au board, mais ça se passe bien. 8 ans, ouais, ça veut dire que moi, tous les ans, je me repose la question. Tu vois. Est-ce que je suis... Non, mais en self. Suis-je encore relevant ? Et vous avez un avis définitif sur quelle est la temporalité Mais en fait, ça peut changer tellement vite. Suivant là aussi la vitesse, la rapidité des levées. Et puis, moi, je l'ai vu parce que j'ai rejoint un board vraiment early stage. C'était au moment où la société a été créée. Tu vois, je me disais, c'est incroyable, il met en place. Et ce CEO est smart parce qu'il a vraiment mis en place une gouvernance from day one. Et c'était pas trop lourd. Franchement, il a fait ça intelligemment. Mais tu as vu que 1 an et demi, 2 ans après, il y a un investisseur corporate qui est arrivé au capital. Et alors là, ça a complètement changé la dynamique. Et il fallait moi en tout cas, que je quitte. C'était plus du tout les mêmes besoins en fait. Donc je pense qu'il faut avoir quand même l'humilité en tant que membre, que ce soit investisseur ou indépendant, de s'évaluer régulièrement, en s'auto-évaluant régulièrement. Mais c'est parfois, dans certains secteurs, c'est organisé comme ça, mais dans beaucoup de domaines, tu te fais pas de self-assessment. Nous, dans notre domaine, c'est plutôt par stade de levée. Enfin, généralement, quand tu es dans une logique d'hypercroissance avec des levées syndiquées entre différents types de croissance, ça, tu le vis en tant que business angel. Tu es au début, tu aides vachement la boîte, il y a un fonds qui arrive, tu perds ton board seat. Allez, merci, c'est génial ce que vous avez fait. Bravo. Maintenant, c'est à nous de jouer. Voilà. Et ce qui est à la fois normal, ils mettent beaucoup d'argent, beaucoup plus, à un stade aussi critique et tout, avec d'autres risques. Donc ça doit évoluer et c'est même sain. Donc nous, ça se fait plutôt comme ça. Mais il y a quand même des boîtes où il y a des fonds d'investissement qui sont très ancrés sur leur board seat. Tout le monde veut son board seat. Voilà, il fait son board seat. Si on l'a pas, c'est catastrophique. Mais du coup, tu te retrouves avec des boards avec 10 personnes. Ouais, c'est beaucoup trop. Ouais. Donc aussi bien, et par rapport à la question que tu posais, c'est assez compliqué d'y répondre. C'est toute la raison d'être de Board Project, c'est d'adapter des règles qui sont vraiment pour des boîtes très importantes, instit, etc., à un écosystème qui est plus dynamique, mouvant, d'hypercroissance, en disant, il y a des règles, tu vois, dans des boîtes cotées, généralement, les mandats, c'est en moyenne, tu me diras si je me trompe, mais c'est 3 ans, un mandat de board dans une boîte cotée en moyenne. Tu poses une colle. Ouais,
moi, je suis désolée, je ne peux pas très bon. Moi, c'est ce que j'ai en tête. Mais tu vois, ça se trouve, dans une start-up, c'est bien de faire 18-24 mois parce qu'on sait qu'il y a un plan sur les 18-24 prochains mois d'arriver à tel chiffre pour arriver à telle opération capitalistique, que ce soit levée, M&A, etc. Beaucoup de boîtes aujourd'hui, par exemple, dans notre écosystème depuis 2 ou 3 ans, font un shift entre on va pas réussir à lever comme on le faisait il y a 5-7 ans. Donc, on doit être sur cette ambivalence d'être en croissance, mais aussi d'atteindre la rentabilité. C'est devenu le nouveau mot, etc. depuis 3 ans. Ça veut dire que ton board qui t'a financé pour être dans l'hypercroissance et que tu changes de plan stratégique pour aller vers un modèle rentable n'est plus le bon, en fait, pour ça. Donc là, tu vois, ce changement stratégique, c'est peut-être aussi à une date de changement un peu lié à des facteurs économiques ou macroéconomiques qu'il faut se poser la question de est-ce que les board members, et leur faire se poser la question, est-ce que vous pensez que vous pouvez m'apporter sur cette phase-là ? C'est quoi votre expérience sur cette phase-là ? Parce que moi, vous vous accrochez à votre board seat, mais moi, je connais 2 ou 3 personnes où on peut aller chercher ensemble. D'ailleurs, quand on va chercher un indépendant, on le va chercher collectivement. Quelqu'un qui a connu cette phase-là. C'est ce que fait Revaya. Revaya, j'en avais discuté avec Alice et Adina, qui sont investisseurs qui ont créé, qui ont levé un 2e fonds growth. Et elle me disait que sur bon nombre de boards auxquels elle pourrait siéger, elle se faisait remplacer par quelqu'un qui était mieux fit for purpose pour la boîte. Oui, tout à fait. Super intéressant. C'est intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais. Je connais pas toutes les pratiques des fonds, mais c'est la première fois que j'entendais parler de. Je trouve hyper sain, tu parlais d'introspection, de la capacité à se dire soi-même, est-ce que je suis encore la bonne personne pour ce board seat, et que régulièrement, en tout cas, moi, j'essaie de le faire avec les boards dans lesquels auxquels j'ai la chance de participer, de dire que s'ils perçoivent que ma valeur ajoutée n'est plus la bonne, si d'autres profils sont mieux adaptés, ou perçus comme communauté, la porte est grande ouverte et il faut surtout se sentir très à l'aise d'en discuter. Après, quand tu es investisseur, suivant les montants que tu as investis, suivant que tu t'accroches à un board seat, ça peut paraître... mais est-ce que tu peux pas, comme tu disais, recruter une personne de confiance avec le CEO, mais déléguer ça à une personne plus performante que toi ? Parce qu'après, je sais pas à quel point les fonds sont formés à la gouvernance, sont compétents at scale. Ça, c'est assez inégal, j'ai envie de dire. Inégal. C'est très inégal aussi suivant les géographies. D'ailleurs, ce que tu dis, je vais peut-être balancer une idée qu'on pourrait avoir dans Board Project, mais militer pour qu'on ait des mandats renouvelables. Peut-être des mandats plus courts, mais renouvelables, en se disant, au moins, à la fin du mandat, on se pose la question, est-ce qu'on continue ? On force la discussion, tu vois. Et c'est une bonne pratique qu'on pourrait peut-être promouvoir pour les fonds et les entrepreneurs dans la tech. C'est quoi les sujets tabous qu'il faudrait aborder en board et qui sont rarement abordés ? Moi, j'en ai plein en tête. Non, mais la succession, la REM. La motivation. La santé. La santé mentale. Santé mentale. Alors, c'est des sujets, santé mentale, c'est des sujets liés au secret aussi. Mais d'essayer de voir les éléments de motivation par rapport à la santé mentale. Ça a été un sujet qu'on a découvert comme si c'était... on l'a tous vécu, le stress, et puis pour toutes les raisons dont on a parlé. Après, il y a eu le Covid, il y a eu toute une période, en fait, dans notre écosystème où il y avait des levées, LinkedIn était en profusion sur les succès de levées de fonds, etc. C'était assez intense. Et en fait, beaucoup d'entrepreneurs n'étaient pas préparés à devoir gérer autant d'argent, de personnes, sans avoir de soutien. Donc l'enjeu de santé et de santé mentale, je pense que c'est un vrai gros sujet en disant comment ça va vous en ce moment, tu vois, c'est un sujet de rien que ça. Est-ce que l'énergie est moins bonne, mieux, quand l'énergie est moins bonne, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes coaché ? Tu vois, par exemple, le board... L'accompagnement, c'est clair que la solitude de l'entrepreneur, le delta entre la face sociale, notamment sur les réseaux, que tu projettes, est-ce que tu es réellement... Comment tu gères tes problématiques, qu'est-ce qui t'empêche de dormir ? Et tout ce qui traite à la santé mentale, pour moi, c'est trop peu abordé parce que tu es censé être un CEO total qui gère tout bien et qui ne projette aucune faiblesse parce que la faiblesse, c'est stressant pour les investisseurs. Moi, j'avais un board où qui s'arrêtait maintenant, mais j'étais vraiment très touchée parce qu'on commençait le board et c'était pas du tout naïf et vraiment débile. On faisait un tour de table et la question, c'était « c'est quoi ta météo intérieure ?» Et donc, non mais on disait... Non, mais comme ça, tu savais exactement où chacun en était. Et tu as des boards où tu arrivais en disant moi, c'est très nuageux là, j'ai un gros problème, je peux pas vous en parler, voilà. Mais comme ça, tu savais anticiper un petit peu les réactions que pourrait avoir telle ou telle personne, l'irritabilité que tu pouvais avoir dans les interactions au cours des discussions. Et je trouve ça, c'est malin comme tout à faire. Je l'avais jamais entendu dans un cadre professionnel.
Ouais, ça fait, ça rejoint le sujet de santé. Et pareil sur le sujet de prise de santé de la boîte, pas que des founders. J'étais dans un board il y a quelques années où il y avait eu un changement de gouvernance et le nouvel investisseur était très mature sur ces sujets. Et la première sujet qu'on traitait à chaque board, c'était c'est quoi les 10 départs de la boîte ? Est-ce qu'ils sont volontaires ou pas ? Et je vais vous m'expliquer les cas de chacun. Et où est-ce qu'ils sont allés après, où est-ce qu'ils sont trucs. Et ça mesure aussi la santé globale d'une boîte. Même à partir de 30 collaborateurs et collaboratrices, ça commence à être un sujet. Ouais, mais alors en plus, quand tu as des boîtes où toi, tu as énormément d'employés aussi, tu as beaucoup de gens que tu vois pas forcément, c'est un sujet où on commence à mesurer aussi l'aspect social dans l'entreprise. Ouais. Et du coup, c'est un sujet de performance puisque les équipes motivées ou pas, est-ce qu'on peut identifier des problèmes qu'on n'a pas traités dans le board, quoi. Dans d'autres tabous, tu as évidemment la relation d'associés. Ouais. Ah oui, bien sûr. Le truc le moins évoqué et pourtant un des sujets de breach et de risque pour une boîte les plus importants, quoi. Ouais, et de se faire coacher. Donc, c'est devenu un peu maintenant quasiment obligatoire, je pense. Quand t'as levé un certain nombre, mais nous, à notre époque. Malheureusement, encore un peu trop. Tu trouves ? Je pense qu'il n'y a pas. Je suis pas sûr que 100% des mecs du Galion soient coachés, tu vois. Ouais. Je suis même sûr de l'inverse, mais. Ok, ça sent. Mais ouais. Bon, écoutez, c'était top. On clôture la discussion sur une recommandation de livre ou de podcast. Qu'est-ce que vous aimeriez nous recommander ? N'importe ou sur le sujet ? Non, peu importe. Oui, si tu veux sur le sujet, mais j'aime bien finir sur cette note-là. Moi, j'ai découvert un podcast qui n'est pas du tout lié au sujet, mais qui s'appelle Les Lueurs. Ah, mais oui, j'écoute, j'ai tout écouté. Ouais, c'est passionnant. Top. Donc je vous le recommande. Tu connais pas ? C'est quoi ? Non, vas-y. Les Lueurs. Pitch. Ah, c'est génial. C'est très varié, c'est très hétéroclite en termes d'invités, mais globalement, alors il y a un angle spirituel, ouais. Mais globalement, ça traite d'histoires de vie, de problématiques hyper variées, mais sous un. Les invités sont géniaux. Guillaume Gallienne, Amélie Nothomb. Ouais, exactement. C'est des artistes. Désolée, j'adore aussi ce podcast. Je les ai tous écoutés sauf ceux de cet été. Ma femme m'a fait découvrir ce podcast cet été et je l'ai bingé. Vraiment, il y a 110 épisodes. Vas-y, je vais regarder. Je l'avais entendu, mais top. C'est peut-être toi d'ailleurs qui m'avait parlé. Je pense. Mais trop bien. Donc les lueurs. Merci. Ouais. Je vais le noter. Et moi, je suis en train de lire La Cité perdue de Z, donc The Lost City of Z. Et il y a énormément de rapprochements qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat, puisque c'est un explorateur qui est tiraillé entre sa volonté d'aller très très loin dans l'exploration et qui a sa famille en Angleterre. Et c'est un peu le sujet aussi de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est une lecture un petit peu aventurière de l'aventure entrepreneuriale d'ailleurs, qui souvent d'ailleurs un sujet de santé aussi, c'est à quel point ça va dans la vie perso pour que l'entrepreneur soit performant dans la vie pro. Ouais. Voilà, c'est un super livre d'aventure. Un très bon film avec Heath Ledger aussi. Ouais, c'est le film qui m'a donné envie de lire le livre. Parce qu'on m'a dit que le livre est meilleur que le film, ce qui arrive souvent. Et donc voilà. Merci Adrien. Merci Alexandre d'être venu parler sur FinScale. Merci à toi, merci de ton invite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.